à tous et à toutes. Je suis contente de vous retrouver pour cette deuxième capsule qui est consacrée à la découverte astrologique de la signification d'Eris. Comme exposé précédemment lors de la première capsule, Eris est impliqué dans les mouvements qui sont révolutionnaires, où il y a un phénomène de rupture par rapport à l'ordre précédemment établi. Pour valider donc cette hypothèse, j'ai investigué dans plusieurs pistes et j'ai tenté donc de faire fonctionner mes hypothèses en me tournant vers la révolution de 1789, puisque le symbole était effectivement éclatant et qu'il était sans ambiguïté. Donc il s'avère que j'ai commencé à faire un lien entre Eris et les mouvements révolutionnaires à l'occasion des Gilets jaunes. J'avais tenté, il y a une quinzaine d'années, de me lancer dans plus ou moins l'analyse prévisionnelle, j'aime pas trop cette terminologie-là, mais enfin bon, dans l'anticipation en tous les cas, de l'astrologie mondiale et anticipatrice. Et au final, il n'y avait rien qui fonctionnait. Du coup, j'avais laissé tomber. Et je m'étais dit, bon, on attendra une meilleure piste qui se présentera avec de meilleures idées pour tenter. Et finalement, cette piste s'est présentée au moment des Gilets jaunes. Alors, ma porte d'entrée a été l'observation évidemment du ciel de novembre 2018, puisque le mouvement des Gilets jaunes a commencé à ce moment-là. J'ai eu l'idée de regarder du côté du thème d'Emmanuel Macron, du Premier ministre français et puis du ministre de l'Intérieur français également. Les trois ont dans leur thème un point commun, à savoir qu'il est marqué par l'axe taureau-scorpion, où il se trouve des planètes à la fois en taureau et en scorpion. Et ce qui a attiré mon œil dans un premier temps, c'est que ce fameux Mercure était effectivement rétrograde. Alors, il était rétrograde essentiellement en Sagittaire, donc au mois de novembre, il était fin Scorpion. Et lorsqu'on regarde sa course, comme il est rétrograde, c'est-à-dire comme il retourne en arrière, au mois de décembre, il fait également un saut entre le 2 et le 13 décembre, il fait un saut également en Scorpion. Donc j'en étais arrivée à la conclusion dans un premier temps que, à minima, en tous les cas, les trois personnages politiques français allaient être dans un contexte de stress, d'inquiétude, de fébrilité, mais également de blocage. Parce que l'opposition taureau-scorpion fait qu'on se retrouve sur un signe qui en négatif est signe de blocage. En positif, il est dans la résistance, mais en négatif, il se bloque. Donc je m'étais dit, bon, à minima, le mouvement va perdurer au moins jusque-là, et puis ensuite, ça devrait probablement se débloquer d'une façon ou d'une autre. Il s'avère qu'en observant donc la suite des événements, le climat est resté largement subversif, au moins jusqu'à Noël. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a échappé, on va se replonger du côté des éphémérides pour réobserver le ciel et pour essayer de comprendre, je dirais, les éléments qui m'avaient échappé. J'avais vu une partie du problème, mais je n'avais pas eu la photographie dans sa globalité. Et en définitive, lorsque je reprends ce fameux Mercure Sagittaire rétrograde au mois de novembre, il s'avère qu'il se retrouve en aspect harmonique, en trigone, sur les Eris des trois personnages. Donc, je me suis dit, là, il se passe quelque chose, et tout de suite, j'ai fait l'association d'idées
en me disant, oui, Eris, comme elle est extrêmement lente puisqu'elle est à l'autre bout du système solaire, eh bien, lorsqu'elle est dans une partie du ciel, eh bien, elle bouge très 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 lentement, ce qui fait que lorsqu'il y a une planète comme par exemple Mercure là, qui rétrograde, ou Saturne qui rétrograde sur elle, eh bien, ça la réveille, et ça la réveille sur plusieurs générations de suite, puisque les mamies et papy boomers ont leur Eris à peu près à 10 degrés, hein, je crois dans ces eaux-là, il faudrait vérifier, 9-10 degrés. Et les années, les personnes qui sont nées donc dans les années 80, donc ceux qui sont, je dirais, les adultes qui sont aux manettes au niveau de la société, comme donc Emmanuel Macron qui est né aux alentours des années 80, un tout petit peu avant, eh bien eux ont leur Eris à 13 ou 14 degrés. Donc ce qui fait que lorsque Mercure est passé, eh bien elle a réveillé l'Eris de très nombreuses personnes, d'une très grande frange de la population française, sur ce mois donc de novembre où le mouvement a démarré. Et ça s'est poursuivi effectivement jusqu'à Noël, hein, puisque le Mercure, quand on observe, il est jusqu'à 9-10 degrés, bah oui, même 13 degrés donc sur la génération de ceux qui sont nés en 1980, jusqu'à Noël. En regardant donc le ciel, on repère que non seulement Mercure s'est mise à chatouiller les Eris, hein, des gens qui sont nés entre à peu près 1950, hein, enfin les 1900 même avant, hein, parce que les papy boomers ils sont nés plutôt pendant la guerre ou juste après la guerre, jusqu'aux années 80. Donc elle s'est mise, Mercure, à chatouiller l'iris natal de toutes ces personnes-là, mais elle n'a pas été seule. Elle a combiné ses forces avec celles de Saturne. Et effectivement, du coup, le mouvement a pris un autre virage à partir de janvier, à partir de fin décembre, janvier, ça a pris une nouvelle figure. C'est-à-dire qu'au démarrage, on était finalement sur un Mercure. Mercure est une planète qui est dans la communication, qui est très spontanée, qui est dans l'échange des idées, qui a un côté assez léger. Alors évidemment, il a un versant subversif, c'est-à-dire qu'il sort, je dirais, des idées convenues, il sort du bien-pensant, il a des idées originales. Mercure, c'est sa spécificité comme ça, c'est de guetter les signes qui permettent d'aller plus loin dans simplement une observation premier degré. C'est également c'est une planète de communication spontanée. Donc c'est vrai que ça avait réveillé beaucoup de solidarité, beaucoup d'échanges, beaucoup de tout ça. Donc on était quand même sur un esprit qui était assez frais, hein, qui était et du coup extrêmement inquiétant par rapport aux politiques parce que les gens prenaient du plaisir à se retrouver, ça faisait une sorte d'émulation, c'était assez incontrôlable, on ne savait pas comment tout ça, ça allait tourner. Saturne prenant la relève, en plus c'est un Saturne Capricorne, lorsqu'il prend la relève de Mercure qui avait réveillé Eris en novembre, eh bien là on est à partir de la mi-décembre sur quelque chose, donc mi-décembre jusqu'à janvier, puis peut-être début février, il faudrait vérifier, eh bien on était sur au contraire quelque chose qui se transformait davantage en empêchement, en esprit de révolte. Saturne est une planète extrêmement réfractaire, hein, c'est-à-dire que c'est la planète de l'adolescence, c'est la planète de la transgression des règles, on teste les limites, on teste le cadre, on teste l'autorité. Donc là, ça prenait clairement une tournure beaucoup plus subversive et beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus inquiétante, mais aussi un peu plus sombre, un peu plus austère. On était moins sur ce contexte volubile qu'on pouvait retrouver avec Mercure. Donc, il était clair que le mois de janvier, vu qu'on voyait un carré entre Saturne et le carré d'Eris,
des personnes qui étaient à l'âge adulte, hein, des années à peu près 60, je crois, jusque des années 1980 au niveau de leur date de naissance. Il était clair qu'on prenait quand même un virage qui était plus à épreuve, hein, voilà, avec une idée aussi de fracture, une idée d'empêchement, une idée où on croit plus en rien et où on n'est pas force nécessairement de proposition, mais en tous les cas on est force de révolte et force d'empêchement. Alors ensuite, quand on regarde dans le ciel, toujours, cet Eris-là, d'un très nombre, sur plusieurs générations, est également balayé ensuite, regardez, à la fin du mois de décembre, par Jupiter Sagittaire. Et ça perdure sur le mois de janvier et une bonne partie de l'année 2019, du coup, est soumis, je dirais, à une rétrogradation de Jupiter sur les Eris de plusieurs générations. Alors Jupiter, c'est les codes sociaux, Jupiter, c'est le dialogue social, c'est le consensus, voilà. Donc ça commençait, je dirais, il commençait à y avoir un mouvement où certains discours voulaient être constructifs. Bon, bah, c'est dans ce cadre-là finalement que le grand débat s'est mis en place. Mais comme Saturne était quand même toujours en arrière-plan, il s'avère que bon, certaines personnes adhéraient au discours commun, au discours, je dirais, reconnu socialement. Ça avait un minimum d'impact sur le collectif, mais il restait quand même de toute façon une frange de la population qui demeurait extrêmement réfractaire. Là, on arrive, là au moment où je fais la capsule, hein, on est à l'automne et Jupiter est parti. Il est plus dans le ciel pour, je dirais, polisser, entre guillemets, remettre dans le droit chemin l'Eris de ces générations-là. Et du coup, ce qu'on repère quand même, c'est un climat assez déprimé, avec des mouvements qui ne se coordonnent pas, mais qui signalent un vrai malaise social, une vraie fracture, et puis beaucoup de corps de profession qui manifestent je dirais leur mécontentement, mais aussi au-delà leur inquiétude, parce que Saturne, c'est une planète où on va vers l'inconnu, où on est très inquiet de ce qui pourrait arriver, mais on est également extrêmement sceptique sur la tournure des événements, avec beaucoup du coup de réserves, de critiques par rapport, je dirais, à ce qui est proposé par les politiques. Donc on va être dans ce climat-là jusque novembre, je crois, novembre-décembre, jusqu'en à peu près en fin d'année, je crois que ça s'en va en décembre. Et après, donc Eris, à nouveau, je dirais, se remet en sommeil. Mais il est clair qu'en tous les cas, il y a eu un véritable réveil de plusieurs générations du fait que cet Eris était se positionnait sur une partie de ciel qui était réveillée par le passage de plusieurs planètes. Alors, je me suis dit, là, je tiens peut-être bien quelque chose de fort. Testons l'affaire. Je me suis tournée sur la carte du ciel des personnes du coup de 1789. Alors je me suis dit, bon, on va reprendre la même logique, on va regarder le positionnement des planètes lentes, donc celles qui bougent très très peu dans le ciel, à savoir Eris et Saturne, Eris et Pluton, excusez-moi, Eris et Pluton, et puis cette fameuse Saturne, hein, parce que Saturne quand même là avec les gilets jaunes, elle avait clairement réveillé au carré d'Eris, elle avait clairement réveillé une révolte sommeillante dans la population. Donc je me suis dit, allez, on va aller jeter un coup d'œil du côté de ceux qui sont nés par conséquent en 1759. Alors j'ai pris cette date-là parce qu'à cette époque-là, on ne vivait pas nécessairement très très vieux. Et ceux qui étaient les plus actifs étaient donc nés entre, je dirais, 1949 et 1769. Donc ça faisait 20-40 ans. Il fallait trouver un point médian. Alors j'ai pris les trentenaires, hein, ceux qui étaient nés en 1759. Alors évidemment, c'est pas le fruit du hasard, puisque j'ai choisi cette médiane-là dans la mesure où Saturne met 30 ans
pour faire le tour du système solaire. Donc ça signifiait que lorsqu'elle allait reboucler sur les 30 ans de ces gens qui étaient nés en 1759, elle allait, je dirais, s'auto-stimuler, puisque elle reprenait sa position initiale, mais du coup, elle reformait un aspect de tension entre Pluton et Eris. Donc, comme déjà abordé dans la capsule précédente, on est sur des planètes naines, sur des planètes qui sont aux marges du système solaire, sur celles finalement qu'on oublie, qui sont de l'ordre de l'invisible, mais on est sur un paradoxe par rapport à ces planètes naines, à savoir que leur influence est inversement proportionnelle à l'énergie qu'elles utilisent. Alors, j'explique mon raisonnement, mais c'est la même chose finalement en constat en astrologie que en physique. C'est-à-dire que les énergies les plus faibles, moi j'appelle ça les énergies subtiles, donc les énergies les plus faibles, les plus invisibles, lorsqu'on touche l'infiniment petit, eh bien, paradoxalement, ont les effets les plus délétères, les plus destructifs, les plus puissants. C'est l'histoire de la bombe atomique. Ça commence par une petite friction là entre plusieurs atomes. Il y a un phénomène de réaction en chaîne et au final on est sur quelque chose qui renvoie à l'anéantissement. Voilà. Bien, en astrologie c'est la même chose. C'est-à-dire que les personnages qui sont érisiens et plutoniens sont toujours en marge du système, mais comme c'est bien connu, c'est à partir de la marge du système qui introduit au sein du global un élément imperceptible qui, comme dans le cas de la bombe atomique, eh bien, fait effet boule de neige et au final, eh bien, c'est le système entier qui est totalement déstabilisé. Donc, lorsqu'on regarde nos petits ancêtres révolutionnaires qui sont nés aux alentours de 1759, on s'aperçoit qu'ils avaient quand même l'esprit particulièrement subversif, déjà, je dirais, au moment de leur naissance, parce que cette configuration-là, elle ne se retrouve pas dans toutes les générations, mais ceux-là en particulier, eh bien, ils étaient, je dirais, équipés pour renverser tout système. Donc, au moment de 1789, la question était, est-ce que Saturne était rétrograde? Rétrograde, c'est-à-dire que c'est comme dans le cas de Mercure, comme je vous ai expliqué. Est-ce que les astrologues sont au fait de ce phénomène-là? Est-ce que la planète retourne en arrière? Ou alors ça c'est un effet, je dirais, c'est une forme d'illusion, ça ne retourne pas vraiment en arrière, mais par rapport à la Terre, il se passe quelque chose qui fait que de la Terre, en observation, eh bien on a le sentiment, on a une observation en tous les cas qui nous renvoie au fait que la planète forme un retour. C'est astronomique, c'est comme ça. Alors, il faudrait regarder dans le détail à quoi ça correspond, ces rétrogradations-là, d'un point de vue astronomique. Mais en tous les cas, sur le plan astrologique, lorsqu'une planète comme ça retourne en arrière et qu'elle reforme des aspects sur en transit sur certaines autres planètes du thème, eh bien, elle a un impact beaucoup plus puissant, puisque c'est comme un sillon. Elle passe une première fois, ensuite elle retourne en arrière, du coup le sillon s'approfondit et le troisième passage, il y a toujours 3 passages. D'ailleurs, vous remarquerez que comme par hasard, lorsqu'on parle de la loi des séries, on dit toujours jamais 203. Eh bien, c'est en lien finalement. Moi, je suis intimement convaincue que c'est en lien avec ces phénomènes de rétrogradation où à chaque fois, lorsqu'une planète retourne en arrière, eh bien, il y a un mouvement de va-et-vient qui se fait 3 fois. Donc là, la question était de savoir si Saturne n'allait faire que passer et du coup, je dirais chatouiller Pluton et Eris simplement peut-être une quinzaine de jours à peu près, ça fait à peu près ça Saturne au niveau de son déplacement, ou bien, peut-être un peu plus, ça dépend, ou bien est-ce qu'elle allait stagner pendant plusieurs mois? Et donc il s'avère qu'en l'année 1789 est marquée par
un Saturne qui a stagné, qui est revenu et qui a stimulé, chauffé à blanc à la fois sa position initiale en 1759, mais également qui a réveillé ces deux-là qui demandent pas grand-chose pour pouvoir se mettre en route, et lorsque le processus est lancé, plus personne ne peut les arrêter. Ça, c'est aussi la spécificité des énergies subtiles, des énergies faibles. Lorsque quelque part on enclenche un processus, eh bien plus personne ensuite n'est en mesure d'être aux manettes. Ça échappe à tout le monde. C'est le principe finalement de l'invisible et de la transcendance d'une façon générale. Donc, tout était rassemblé sur cette année-là, en tous les cas, pour que ce soit particulièrement, qu'il y ait une rupture, en tous les cas, par rapport à l'ordre établi. Alors, quand on regarde un petit peu d'un point de vue événementiel, l'année 1789, on s'aperçoit qu'il y a évidemment la prise de la Bastille, ça c'est l'élément marqueur au démarrage, mais surtout ce qui est particulièrement intéressant, c'est le versant, je dirais, multifactoriel. C'est-à-dire qu'évidemment, l'astrologie ne fait pas tout. Ça, il faut être au clair, il faut avoir la conscience de ses limites. Je dirais qu'elle ne fait pas tout, mais en tous les cas, elle participe d'un ensemble où plusieurs facteurs se combinent et où quelque part la mayonnaise prend, voilà. Et les rythmes astrologiques, les rythmes des planètes, en tous les cas, participent grandement du fait que quelque chose prend forme et que quelque chose s'orchestre. Donc là, ce qu'il y a de particulièrement pertinent, et du coup qui nous fait réfléchir en analogie par rapport à la période dans laquelle on se trouve, c'est le fait que 1789 a été déclenché. La révolution a été déclenchée par des facteurs climatiques, à savoir des sécheresses importantes les années d'avant et des hivers très froids. Donc la famine a fait que la population était à cran, il y a eu une crise alimentaire et ce mini dérèglement climatique, donc on ose à peine imaginer ce que ça peut produire avec les millions de tonnes de CO2 qu'on renvoie dans l'atmosphère, ce que ça peut donner au niveau du dérèglement actuel et de la catastrophe, de la chronique annoncée de la catastrophe de la révolution du climat à venir là sur les décennies qui arrivent. Donc c'est vrai que